Et puis en fait, j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé quand j'ai commencé à le raconter après. Quand j'ai commencé à prévenir mes proches, parce que mon mari avait appelé beaucoup de monde, mais moi après j'ai donné des nouvelles. Et que j'ai posé les mots sur, bah voilà, j'ai fait une grossesse extra-utérine, j'ai eu une hémorragie, j'avais 1 demi-litre de sang dans le ventre. Oh la vache! Et en fait, c'est en écrivant ça que je me suis dit, putain, hein, si quelqu'un m'envoyait un message comme ça, je me dirais, waouh, pas anodin le truc quoi. Et en fait, moi, quand je l'écrivais, j'avais vraiment l'impression que je leur écrivais que j'étais allée au McDo et que j'avais pas digéré mon hamburger, quoi. Ouais. Bienvenue dans ce nouvel épisode que l'on va enregistrer avec Lucille. Aujourd'hui, on parle de ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus forts, parce qu'on a beau faire preuve de résilience, parfois à prendre trop de recul et pas assez s'écouter, on passe à côté de messages essentiels. Lucille va nous parler de sa grossesse extra-utérine qui a failli lui coûter la vie. Elle a d'ailleurs fait une vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait plus d'1 million de vues, alors qu'elle a quelques milliers d'abonnés sur son compte, mais ça a touché des milliers de femmes qui se sont retrouvées dans son histoire. Pourquoi elle en parle aujourd'hui? Parce que Lucille, elle a eu un parcours de vie chaotique, effectivement, comme peut-être beaucoup de gens, mais elle a des cicatrices, comme elle dit, de cœur et physique. Elle a eu une césarienne d'urgence, elle a un rapport à sa maternité, à sa capacité d'accoucher, qui est bien à elle et particulière. Et puis, elle a aussi eu donc ce dernier événement, cette dernière cicatrice qui est venue aussi pas mal la bouleverser. Et il faut savoir que Lucille est comme auprès des parents, des familles, des mères au quotidien dans son travail. Elle a son activité d'accompagnement, elle a aussi créé Juners, qui est un lien parent-entreprise pour faciliter le lien entre la parentalité et l'entreprise. Vous la retrouverez la semaine prochaine dans un événement gratuit qu'elle a créé avec le soutien notamment de Mustela, mais pas que, et d'invités exceptionnels. L'événement s'appelle « On n'est pas que des parents ». Probablement que tout ce travail aussi lui fait prendre parfois peut-être trop de recul sur son propre ressenti. Dans tous les cas, c'est un épisode d'utilité publique parce que si l'exemple de cette vidéo et des commentaires qu'elle a reçus, plus de 600 commentaires de femmes, prouvent à quel point on a besoin de partager. On a besoin de partager les histoires et de faire plus de prévention auprès de nos proches, de nos soignants, pour être écoutés sur nos douleurs et nos ressentis et éviter qu'on soit pris en charge au dernier moment. Voilà, donc je vous laisse avec Lucille dans cet épisode très intéressant, très dynamique, et une discussion entre deux femmes hyper engagées et qui veulent absolument qu'aucune autre femme ne passe par là. Je vous souhaite un bel épisode et on se retrouve tout à l'heure. Hello Lucille, bienvenue sur le podcast. Bonjour Audrey. Je suis super contente d'enregistrer avec toi. On se suit, on se parle régulièrement sur les réseaux sociaux. Tu fais partie des super nanas, super fortes, même si justement on va en parler, qui essaient de prôner la bienveillance de soi-même et qui a un parcours aussi de warrior. Euh, je crois qu'aujourd'hui on va parler de l'ambivalence justement entre la force et la faiblesse, le vécu, etc. Et ça, c'est top. Est-ce que tu veux bien, avant que tu nous dises de quelle cicatrice on va parler, est-ce que tu veux bien te présenter comme tu le souhaites, pour, nos auditeurs et nos auditrices? Merci Audrey pour l'invitation. Je m'appelle Lucille Watrin, j'ai 33 ans. J'ai 2 enfants et un bel enfant, comme on dit, je sais pas. Donc 5 ans, 2 ans et donc un grand de 11 ans. Et je travaille dans la parentalité pour essayer de faire un peu changer la vision au sein des entreprises. On va parler de cicatrices aujourd'hui, comme tu l'évoquais en introduction. Il y en a quelques-unes sur mon corps et dans mon cœur, comme on dit. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, une très récente qui est enfin plusieurs très récentes qui n'étaient pas, prévues. Mm. Tu vas nous en parler. Du coup, justement, dis-nous de quelle cicatrice tu veux nous parler et justement sous quel angle, tu as envie d'aborder les choses aujourd'hui, qui est un angle un peu nouveau qu'on n'a pas abordé encore sur le podcast? Une phrase qui a été relayée récemment, je ne sais pas si elle est d'elle, de Julie, 12 février, cette jeune fille qui a été brûlée à beaucoup de pourcents au niveau du corps et qui dit ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus forts, parce que Nietzsche disait l'inverse.
Et je trouve que justement, on a cette croyance qui, j'espère, va évoluer parce que la société change, de se dire que bah, quand on vit quelque chose de très dur, ça nous renforce et on est plus fort après. Je suis convaincue de l'inverse, malgré la résilience auquel je crois très fort et heureusement. Je pense qu'au contraire, quand on vit des choses compliquées, c'est après un long parcours, parfois un long combat, et que ça forcément, ça nous ébranle sur toutes les sphères de notre vie, physique, psychologique, amicale, familiale. J'ai perdu mon papa jeune, donc j'avais 23 ans, donc déjà, c'est pas une cicatrice du corps, mais c'est une cicatrice du cœur qui reste là. J'ai souvent dit à des amis qui perdaient leurs parents que c'est comme un sac à dos rempli de cailloux très 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 lourds. Et alors au début, il fait très mal aux épaules. Et on n'arrive pas, on a toujours mal, et on ne sait pas faire. Et après, en fait, on a toujours ce sac à dos parce que j'ai toujours, mon père n'est pas là. Mais en fait, on s'habitue et on arrive à marcher avec. Mais il est toujours là. L'absence est toujours là, en tout cas. Et donc, j'ai ce sac à dos déjà dans le dos. Et puis après, j'ai décidé d'avoir des enfants. Et je voulais accoucher chez moi. Je voulais quelque chose de très physio. Finalement, ça s'est transformé en plateau technique parce que mon mari était trop inquiet pour qu'on reste à la maison. Et de cette envie très physio et très nature a découlé 2 césariennes parce que j'ai eu 2 enfants. Et un gros choc euh, qui a mis beaucoup de temps à être encaissé. Ouais, tu vas nous en parler justement et j'aime bien ton approche de dire que ce qui ne nous tue pas nous rend pas plus forts, parce que, comme tu le dis, en fait, ce qui nous rend plus forts, c'est le processus, en fait, de résilience et il va pas arriver en 24 heures et donc Ouais. effectivement, c'est une phrase qui dire, «Ce qui nous tue pas nous rend plus forts» peut être dangereuse parce que ça peut mettre des femmes justement dans le désarroi de se dire: «Mais attends, mais moi me sens pas du tout plus forte, quoi. Au contraire, je me sens plus bactère». Mais c'est parce qu'aussi il faudra du temps, il faudra des choses, qui sont mises en place. Tu vas nous dire, toi, ce que tu as mis en place justement de ton côté. Mais c'est hyper intéressant comme point de vue. Est-ce que tu veux bien, justement nous expliquer un petit peu déjà comment tu as ressenti ça, dès, bah, ta première césarienne? Comment ça s'est passé et justement comment tu as vécu, bah, cette expression du fait que ça te rend pas, plus forte au final? Mm. Bah déjà, le gros choc, c'était une césarienne d'urgence. Donc, comme mon intervention récente, ça va très vite et on n'a pas vraiment le temps de. Voilà, on est assez choqués et au début très triste, donc c'est ce qui nous envahit le plus. Après, évidemment, quand vous avez votre premier bébé dans les bras, pour toutes celles qui l'ont vécu, même si l'attachement ne se fait pas tout de suite, il y a quand même quelque chose qui se passe et qui vient effacer, en tout cas, une sorte, voilà, qui vient effacer le choc et qui vient essayer de l'estomper, même si je pense que c'est très éphémère. Et après, je pense que j'ai fait l'erreur de me plonger dans ma maternité corps et âme, d'allaiter mon enfant parce que j'avais, pour moi en tout cas, et c'est un parcours qui n'est pas terminé, hein, c'est ce qu'on disait, c'est un long processus. J'avais pas réussi à accoucher, même si mon bébé était là. Je pense que j'en suis pas encore au point de dire que j'ai réussi mes accouchements. J'y travaille encore, on va l'aborder. Mais en tout cas, j'avais pas réussi à accoucher, donc il fallait que je réussisse l'allaitement. Ouais, Donc je pense que j'aurais donné ma vie pour réussir à allaiter mon fils. Il ouais. était très gros à la naissance, donc c'était un bébé qui avait très faim. J'étais forcément très fatiguée suite à la césarienne. Clairement, quelques heures après la césarienne, je refusais qu'on change mon fils. Ah Donc oui. je me levais, je pissais le sang partout et je leur disais non, vous ne touchez pas mon bébé, vous essuyez par terre le sang parce que ça, pour le coup, je ne peux pas le faire. Mais il n'y a personne qui touchera mon enfant. Je change ses couches, je l'allaite et je vais y arriver. Et en fait, quand je fais ce pas de côté que maintenant j'arrive à faire, je me dis mais pourquoi en fait? Parce qu'en fait, des couches, j'en ai changé pendant 3 ans, donc clairement, si j'avais pas changé les premières, c'était pas très très grave. Mais j'avais besoin, je pense, de réussir le reste pour me prouver que j'étais capable, en fait. Ouais, tout à fait et Et je c'est trouve ça très très commun. dur. Ouais, en fait, c'est très commun et c'est vrai que c'est intéressant de se dire qu'en fait, on est beaucoup à avoir ce réflexe, qu'il y en a qui le vivent bien, tu vois? Et après, c'est vrai qu'avec du recul, ça peut arriver justement de se dire: «Mais pourquoi je me suis infligé ça, en fait? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'était pas un peu violent? Est-ce que c'était pas un peu trop à ce moment-là où j'avais seulement besoin de repos?» hem
Et du coup, tu t'en es pas rendu compte tout de suite, tu t'es plongée à fond dans ta maternité pour justement compenser ce sentiment d'échec, qu'on comprend bien et que je sais que beaucoup de femmes comprennent aussi? Je me suis plongée, j'ai allaité, j'étais très focus. Alors je sais pas si j'aurais eu une parentalité différente, si j'avais accouché différemment parce que j'étais quand même très orientée sur, voilà, sur la bienveillance, le respect, les émotions, le maternage proximal. J'ai beaucoup porté, j'ai beaucoup dormi avec mon fils. Mais en tout cas, il y avait quand même quelque chose d'extrême, je pense, qui s'est créé entre nous et qui est encore présent aujourd'hui, avec lui. Heu et je l'ai encore plus réalisé quand il a grandi en me disant, «Là, c'est il faut que je me fasse aider» parce qu'en fait, cette césarienne, j'étais tétanisée quand mon mari me parlait d'un deuxième enfant. Ça me tétanisait alors que je voulais un deuxième enfant, vraiment. Je me dis: «Non, mais si j'accouche pareil, c'est fini quoi, je veux pas ça». Ouais. Donc on a fait un pacte entre nous en se disant: «Beh, s'il y a un deuxième enfant, ça sera avec une doula pour favoriser, voilà, l'accompagnement, pour être entouré. Ça sera du temps, toi, où tu es à la maison après», parce qu'il n'avait pas pris de congé paternité, du tout, à l'arrivée de notre premier enfant. Ça, c'est dur. Oui, Parce que c'était dur. il y avait pas les 28 jours encore à ce moment-là? Non, non, c'était en 2018, il y avait pas les 28 jours, D'accord. donc ils avaient à peine 11 jours et ils venaient de prendre un nouveau poste. Donc en fait, il s'est servi de ça pour avoir des vacances pendant l'été, donc il a pris 15 jours, mais le petit avait déjà 2 mois. D'accord. Donc en fait, au bout de 3 jours, j'avais ma mère à la maison par contre, qui est venue, une dizaine de jours, m'aider, et heureusement qu'elle était là. Mais clairement, c'est ouais, vers les 6 mois de mon fils, que j'ai eu comme un sursaut de se dire: «Il y a quelque chose qui va pas», et que j'ai commencé à me faire accompagner en thérapie. Ah oui, tout de suite en Parler fait. t Très au rapidement en fait. bout de 6 mois, oui. Au Ouais, bout de ouais, 6 mois, j'ai alors je sais pas si c'est rapide par rapport à d'autres, mais en tout cas, j'ai quand même mis ce temps où voilà, j'étais très focus et après j'ai levé la tête un peu en me disant: «Il y a quelque chose qui va pas», donc je me suis fait accompagner pendant Attends, quand 2 ans. tu dis c'est hyper intéressant pour, des femmes qui pourraient t'entendre juste ou pour des en dans l'entourage, les petits signaux d'alerte. C'est quoi que tu appelles, il y a quelque chose qui allait pas? Ça se traduisait par quoi? J'ai une sorte, c'est ce qu'on disait au début, une sorte d'ambivalence de, je dois me focuser, c'est lui, ça va pas sans ça le bébé et puis d'un côté se dire: «Mais en fait, pourquoi? Pourquoi je suis obligée d'être autant extrême dans cette parentalité? Alors que, je pourrais, bah, peut-être aller boire un verre avec mes copines, peut-être que je pourrais, et en fait, je m'autorisais pas ça du tout. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, il faut que je réussisse, il faut qu'il ait tout, il peut pas pleurer un quart de seconde, il faut et en fait, si, il peut. Il Hem, faut d'ailleurs. il faut, pas tout seul dans sa chambre, mais il faut. Ouais, ouais. Je Mais c'est sais pas, hyper alors important. Ce que tu dis, c'est hyper important parce que, bah, je me reconnais complètement de ce que tu dis, et que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont eu des accouchements traumatiques, pas forcément des césariennes parce qu'il y a d'autres accouchements traumatiques, mais en tout cas, quand il y a un accouchement traumatique, qui ressentent aussi ce que tu dis et c'est cette ambivalence permanente entre cette impression qu'il faut tout donner jusqu'à presque ta propre existence. C'est un peu extrême ce que je dis, mais c'est un ressenti, hein, ça va pas jusque-là, mais c'est un ressenti, et le fait de dire: «Mais attends, je suis aussi une personne et j'ai aussi des besoins. J'ai moi aussi besoin d'être maternée, j'ai moi aussi besoin de voir mes amis». C'est hyper intéressant, je te remercie d'avoir un peu décrit parce que c'est très intéressant et c'est vrai que si vous êtes conjoint, mais même un pro de santé qui vient régulièrement parce qu'il y a un suivi ou quoi et que vous voyez que justement la personne s'enferme comme ça dans cette maternité, c'est bien de pouvoir un petit peu essayer de donner des petites graines comme ça, pour donner un coup de main, quoi, parce qu'on se rend pas compte. Je trouve ça formidable que toi, à 6 mois, tu aies eu la lucidité, tu vois, de te dire: «Attends, en fait, est-ce que c'est normal?» alors que tu avais pas d'autres enfants, c'était ton premier enfant. oui, et donc je suis retombée enceinte, donc mon fils avait à peu près 2 ans, et donc là, je voulais absolument pas avoir une nouvelle césarienne. Ouais, bah, oui, je comprends. J'étais doula, donc même parcours. J'étais avec, une association parisienne pour accoucher en plateau technique avec un suivi global, donc j'avais déjà cette chance de pouvoir avoir une seule sage-femme qui nous Oui, accompagnait, qui c'est ça. Est-ce suivait que tu peux tout le long. expliquer un peu pour ceux qui savent pas, le plateau technique? Il y en a moi, je sais, mais il y a des personnes qui savent pas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en 2 mots? Alors le plateau technique, c'est une sage-femme, libérale qui, fait partie d'une association le plus souvent. Donc à Paris, il y en a une qui s'appelle le groupe Naissance, et qui en fait va vous suivre, de l'annonce de la grossesse quasiment jusqu'à votre postpartum.
Donc c'est la même personne, c'est pour ça qu'on dit un suivi global, parce que vous avez qu'elle comme interlocutrice. Et le jour où donc, vous faites la prépa avec elle, vous faites les rendez-vous de contrôle, elles ne sont pas toutes échographes, donc vous faites vos échos ailleurs, mais en tout cas, tout le parcours est exclusivement avec elle. Ah, donc c'est une sage-femme s'il n'y a pas de pathologie ou de problèmes divers, mais ça peut être aussi un gynéco de cette association. Et le jour où vous avez vos contractions qui arrivent, eh bien, vous l'appelez. Et elle vous rejoint sur la maternité. Donc avant, c'était à Jeanne d'Arc, Paris 13. Maintenant, ils sont à Ivry, dans le 94. Et donc, vous l'appelez, vous vous rejoignez à la maternité. Et donc, dans cette salle de naissance, elle est toute seule avec vous et Génial. votre conjoint et votre doula, si vous avez une doula. Et en fait, Ah oui, la doula peut être présente. Ça, c'est assez intéressant. Ta oui, la doula doula. peut t'accompagner dans le plateau technique avec ta sage-femme. Oui. Donc moi, ma doula avait rencontré ma sage-femme lors d'une préparation pour qu'elle fasse connaissance, voilà, qu'elles apprennent aussi à se connaître parce qu'elles allaient être vouées à travailler ensemble tout Ouais. coup. Mais en fait, c'est cette personne en qui vous avez confiance, qui connaît tout votre parcours, qui vous connaît vous, qui connaît vos failles. Voilà, pour le coup, moi, ma sage-femme connaissait ma première césarienne que j'avais aussi eue avec eux. C'était pas la même sage-femme parce qu'elle était enceinte, ma première sage-femme, mais il y a quand même un rapport qui est totalement différent de j'arrive à l'hôpital et je Et tombe je sur connais pas. Oui, c'est ça. Des inconnus. Mm. Ouais. Et Et en attends, fait, est-ce que tu peux juste l'avantage, préciser, c'est encore une fois, c'est pour que les gens aussi comprennent bien ce qui va se passer entre ton projet de base, donc mm, d'accoucher, j'imagine, en AVAC, donc en voix basse, après ta première césarienne, avec ta doula, ta sage-femme, juste pour qu'on comprenne bien, dans ce rôle-là, quel est le rôle de la doula au moment de ton accouchement? Parce qu'on comprend bien son accompagnement prénatal et potentiellement postnatal, mais au moment de l'accouchement en salle de naissance, quel va être son rôle vis-à-vis de la sage-femme et vis-à-vis de ton conjoint, par exemple? Est-ce que tu peux juste nous oui, expliquer ça? oui. Alors son rôle, en fait, elle est pas venue. Ah, Faut- Donc je vais l'expliquer, mais je vais juste terminer bon. parce que Ouais, la bah vas-y, anecdote. alors excuse-moi. Merci Audrey Non, pour non, cette intervention intelligente. Vas-y, c'est vas-y. assez particulier et ça fait aussi, ça fera écho au travail de réparation parce que si elle nous écoute, elle comprendra. Ah, Euh, d'accord. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. En fait, donc l'avantage du plateau technique, c'est que vous êtes en confiance et c'est un point hyper important pour que l'accouchement se passe bien. Parce que votre cerveau n'est pas insécurisé. Donc, c'est hyper important que vous soyez en confiance. Donc, vous êtes avec votre sage-femme, votre conjoint ou conjointe et potentiellement une doula, mais c'est évidemment accessoire. Enfin, c'est pas du tout obligatoire. Mais l'avantage, c'est qu'en cas de problème, vous avez la matière autour de vous, d'autres sages-femmes qui peuvent intervenir, des médecins à disposition. Mais il faut savoir qu'ils arrivent quand même, vu qu'elle est que focus sur vous, elle n'en a pas 650 qui accouchent en même temps. Donc, elle voit les choses arriver. Et en fait, pour mes 2 césariennes, elle a pu appeler le gynéco de l'association, qui est beaucoup plus physio que celui de la mater. Et donc, c'est le gynéco de l'association qui a le temps de venir à la mater pour réaliser la césarienne. Les Parce qu'ils font césariennes. ils font des permanences pour l'association, c'est ça? C'est-à-dire que c'est des praticiens qui sont dans Oui, cet c'est asso ça. et qui font des permanences, quoi. Exactement. Ouais, Mais qui super. ont voilà, une approche plus physio, plus naturelle, ils évitent d'intervenir. Bon, après, quand il faut faire une césarienne, ils la font, hein, évidemment. Et donc, pour ma deuxième grossesse, la doula a servi à quoi? Elle a servi dans le parcours prénatal à faire comprendre à mon mari qu'il y avait un trauma lié à la césarienne. Parce que D'accord. pour lui, on allait bien et tout allait bien, et il ne comprenait pas. Et en fait, elle a réussi à lui faire comprendre que, en fait, si ça n'allait pas, et parce que j'ai passé beaucoup de temps lors du premier trimestre à pleurer, et lui ne comprenait pas, en fait. C'était pas un sujet. Notre fils allait bien, j'allais bien. Tu veux dire que tu as fait une Voilà, sorte de petite dépression prénatale? peut-être. Non, je sais pas, hein, c'est une question Je sais que je te pas. pose. Franchement, je sais pas. En tout Mais cas, tu avais j'étais. toujours ton trauma parce que ta psychologue, tu l'as vue à 6 mois et après, tu as continué un peu avec elle jusqu'à ta deuxième grossesse? J'ai traité beaucoup de choses de ma vie d'avant. Ouais, bah, c'est comme beaucoup, on est toutes comme ça, hein. Mais oui, je pense que j'étais anxieuse, un peu Ouais, paralysée de revivre ça. d'accord. Et puis désarmée face à des gens qui ne comprennent pas, en fait. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Ouais, tu te sens incomprise en Voilà. fait. Mm. La première remarque que ma belle famille m'a faite, donc on avait encore le droit de venir à la mater en 2018 pour la naissance de mon fils, c'est ah bah tout ce blabla pour une naissance physio pour finir en césarienne. Ah T'as oh juste envie de là pleurer. là. Déjà que t'as envie de pleurer, alors là t'as Oh encore là plus là. pleuré. Attends, je la note celle-là.
Parce que en fait, c'est d'une violence. Tu viens d'accoucher, enfin, bref, elle est toujours là. J'ai pas encore digéré. Et donc, ma doula a servi beaucoup à ça, à faire des rendez-vous avec mon mari. En fait, un peu comme une psy, hein, si je puis dire, mais c'est plus facile pour un homme, enfin pour une majorité, je vais les mettre tous dans le même panier, d'aller voir une doula que d'aller voir une psy, parce qu'ils ont un peu du mal Ouais. à s'avouer qu'ils ont des problèmes. Donc, elle a servi à ça et ça nous a beaucoup aidé dans ce cheminement vers cette deuxième naissance. Et puis, malheureusement, ma fille a décidé de ne pas venir. Elle était D'accord. bien. Elle était bien au chaud, donc bah, AJ monito, AJ plus 2 monito, AJ plus 3 monito, avec des estimations à plus de 4 kilos comme mon premier. Euh, donc bah, ça commençait à être compliqué. Et c'était le vendredi soir, dernier monito, c'était AJ plus 3 du coup, avec ma sage-femme dans la clinique où on aurait dû, où elle est née, à Paris. Et en fait, bah, elle nous dit, bah voilà, le col est toujours fermé, il montre aucun signe. En plus, j'ai un col qui est en rétroversé, donc il est vraiment derrière quand il est décidé de fermer, en gros, presque s'il n'y a pas un nœud au bout. Elle est très grosse. Bon, il n'y a aucun signe qui montre que ça va bouger. Qu'est-ce qu'on fait? Sachant alors certains essayent de déclencher avec des tampons et tout ça, mais on ne peut pas vraiment déclencher à l'ocytocine sur un utérus cicatriciel. Enfin, ils n'aiment pas trop. En tout cas, c'était leur pratique à eux et ils ne voulaient pas me déclencher. Mais en fait aussi, il y a que entre le moment où j'ai eu mon fils et le moment où j'ai eu ma fille, j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations autour de la parentalité, et notamment le séminaire de Michel Audin. Ah, Michel. Oui, voilà. Et en fait, avec tout ce qu'il a pu dire autour de la césarienne, et là où, alors c'est pas du tout de sa faute, hein, c'est à nous de l'accueillir comme il faut, mais vraiment sentiment que si elle est née par césarienne, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça comme hormone. Et si en plus elle est déclenchée, donc il n'y a pas tout le process que mon fils avait connu des contractions qui Ouais, passent leur aux enfants pour l'odorat, l'ouïe, tout. Et là, on te dit, mais en fait, tu te dis, j'ai tout raté. J'ai tout ouais. raté, elle n'aura pas tout ça. On a encore plus conscience, en fait, du Oui, fait oui. de... En fait, c'est le problème, c'est que lui, en fait, il s'adresse pas aux femmes, il s'adresse aux pros. Il s'adresse aux pros de dire ne multipliez pas les césariennes si elles sont pas nécessaires. Mais c'est vrai que toi, tu l'as suivi en tant que professionnel de la parentalité, sauf que Ouais, forcément, tu l'as intégré en tant que femme aussi. Alors ouais, qu'au final, voilà, et c'est vrai que c'est dangereux. Enfin, c'est dangereux. C'est hyper dur de enlever ta casquette de professionnel et te dire ça doit être ma vision de pro. Mais par ouais, contre, en tant que femme, bah, s'il n'y a pas le choix pour nous sauver, et ben faut y aller, ouais, quoi. Mais c'est ça. c'est hyper intéressant que tu parles de ça parce que je trouve qu'il y a enfin, plein de femmes qui, même sans être dans la parentalité, vont lire des livres, vont s'informer plus pour leur deuxième enfant. Elles vont pouvoir ressentir ça, de se dire, non mais attends, j'ai lu qu'il faut ça, il faut ça, il faut ça, et du coup, ça va pas du tout, je suis carrément en échec et tout. Et c'est génial, merci d'aborder ça, parce que il faut faire attention à ce qu'on lit, c'est bien de s'informer, mais si c'est pas ce qu'on peut mettre en place au moment de son accouchement, c'est pas notre faute, quoi. Et donc, du coup, tu te sentais déjà, tu avais le stress qui montait, quoi. C'est-à-dire, quand tu as Ah commencé à oui, te oui. dire, il se passe rien, tu t'es dit, ça y est, c'est échec, double échec, quoi. Ah bah moi, 15 jours avant d'accoucher, je faisais du VTT à fond dans les bois, en me disant, il faut qu'elle descende, en fait. Il n'y a pas le choix, là, je ne veux pas de césarienne. Enfin, Ouais, c'est pas possible. Donc, je faisais tout. Enfin, je veux dire, alors, j'étais fatiguée, mais je faisais tout ce qu'il fallait pour accoucher, quoi. Enfin, ouais, ouais. Stimulé. y allais. On a tout testé. Donc, J plus 3 écho, enfin, monito, rien ne va. Et là, elle nous dit, bah voilà, il y a deux options. On peut attendre le week-end ou on peut et programmer une césarienne lundi parce qu'on n'attendra pas plus. Ou alors on la programme dimanche et on est plus tranquille parce qu'il n'y a pas de programme au bloc, parce que moi, Ouais. voilà, on fait ça juste pour toi. Il s'avère que le dimanche, c'était le 28 mars et que c'était l'anniversaire de la mère de mon mari et de sa sœur aussi, parce qu'elles sont nées le même jour. Donc on s'est dit que c'était un signe de plus et on a fait naître Marilou le 28 mars. Ah, d'accord, Donc d'accord. césarienne programmée. Il faut savoir que donc le vendredi, j'ai éteint mon téléphone et, et j'ai coupé tout. J'ai dit à William, tu préviens les gens qui m'envoient des textos là pour savoir si j'ai accouché. Je veux parler à personne. J'ai pleuré tout le samedi, je pense. Ouais, parce que tu étais déçue.
Ah ouais, j'étais, bah, j'ai en fait, c'était la fin de l'espoir d'accoucher, Par voie basse. normalement. Ouais, Avec par des voie guillemets, basse, vous ne ouais. me voyez pas, mais je mets des gros guillemets, parce que pour moi, c'était ouais, un échec cuisant et je vivrai jamais ça alors que j'accompagnais des dizaines de femmes en parallèle, pour préparer leur accouchement et leur postpartum. Donc c'était, enfin, c'est dur, quoi. C'est très Ouais, dur. c'est très dur. Surtout que en fait, comme c'était pas une urgence, cette fois-là, tu as le temps de voir, C'est encore heu, pire. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est je mets des gros guillemets également, entre nous, on sait que c'est pas des échecs, mais on le ressent comme des échecs et donc tu as le temps de voir, entre guillemets, «ton échec» arriver, quoi. C'est-à-dire que tu sais que ouais, c'est ça, c'est hyper dur et du coup, pour toutes les femmes qui nous écoutent et qui doivent vivre ça, donc là, tu vas nous expliquer comment tu te sentais et après comment tu t'es, entre guillemets, «prise en main», quoi. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir la tête de l'eau? Mais c'est juste que s'il y en a qui vivent ça aussi, sachez que c'est un sentiment normal. En fait, vous y pouvez rien, vous avez fait un programme enfin, voilà, c'est et je pense que toi, en plus, tu devais être dans cette ambivalence de te dire: «Je suis hyper déçue, je me mets dans ma bulle, je coupe tout» et en même temps, la conscience d'un même si elle était toute petite, que quelque part, tu y pouvais rien. Enfin, tu avais fait ce que tu avais pu, mais j'imagine que la déception était plus forte. Ah, la déception était beaucoup plus forte et j'ai vraiment eu, alors autant mon fils, j'ai eu cette sensation de: «Il faut lui sauver la vie», donc en fait, il y a pas de sujet. J'étais très triste, mais il y a pas de sujet. Allez-y, ouvrez-moi, enfin, faites ce que vous voulez, Ouais, sauvez-le, en fait. Mon cœur était en train d'aller mal, donc enfin, quelle mère aurait un moindre doute? Pour ma fille, il y avait pas ça, en fait. Donc j'avais toujours une partie de moi qui disait: «Mais ça se trouve, en fait, ils se sont trompés sur la date. Ça se trouve, on sait pas trop quand est-ce qu'elle a été conçue. Ça se trouve, en fait, elle va arriver dans une semaine et tout va ouais, c'est aller bien. ça. Ouais, ça Ça se se trouve, trouve, elle est finalement, pas ouais, ça se il trouve, va rien». elle agit un en fait, Ça. ouais, ouais. Mmh. Et donc j'étais, tiraillée, mais en même temps, je faisais confiance bah, au staff qui avait décidé de me déclencher. Et en fait, par contre, le dimanche matin, donc on a laissé mon fils dormir, ma belle-mère est venue, on est partis à la maternité tous les deux. J'avais vraiment l'impression que je me suis dit, voilà, je suis Jeanne d'Arc et ça y est, on va me brûler vive en fait. J'avais l'impression c'était Ouais. fini en fait, que j'allais, pas que j'allais mourir physiquement, mais que voilà, à l'intérieur, j'étais. Et c'est très compliqué d'être dans cette ambivalence, de dire, j'ai l'impression que c'est une épreuve horrible, que je vais être clouée sur un pilori, je sais pas si on dit ça, enfin bref, je sais pas quel est le bon terme. Oui, parce qu'on a les mains enfin, pour ceux qui savent pas, on a les bras en croix, on est attachés, en fait. Ouais, ouais. Je vais être, voilà, ça va être horrible. Et en même temps, je vais accueillir ma fille, donc je suis toute joie de l'accueillir. Mais ce tiraillement d'émotions est très compliqué à vivre. Cette fois-ci, mon mari est venu avec nous dans la salle de césarienne. Ça s'est pas hyper bien passé parce que j'ai pas supporté l'anesthésie. Enfin, l'anesthésiste s'est beaucoup trompé en faisant la péridurale, enfin l'arachie. Donc j'ai eu pas mal avant, je suis tombée dans les pommes, j'ai vomi, bref, tu dis que rien ne va dans ces moments-là. Ouais, Et après la césarienne, voilà, c'est bien passé. J'ai eu ma fille tout de suite. C'est l'avantage aussi, c'est que dans ces accompagnements assez physio, même si c'est une césarienne, je fais écho à un post récent où tu disais il faut qu'on aille le plus vite. Bah moi, j'ai eu ma fille tout de suite. Elle est partie avec son papa les 20 minutes où ils m'ont recousu et après, à 25 minutes, elle était à mon sein en fait. Donc ouais, super. j'ai eu cette chance et heureusement parce que elle a dû avoir une prise de sang parce qu'on n'est pas du même résus sanguin. Donc ils me l'ont reprise après pour aller faire cette fameuse prise de sang et j'entendais crier, mon mari y était, hein, mais j'entendais crier et en fait j'ai pas supporté donc j'ai hurlé en disant en fait vous arrêtez tout de suite et Ouais, vous me ramenez, on verra plus tard la prise de sang, on s'en fout. Mais j'aurais pas supporté de pas l'avoir avec moi en fait. Enfin, ouais, ouais. déjà que j'avais été dans un échec cuisant, mais alors là si en plus j'avais pas eu ma fille, je pense que j'aurais pu soulever des montagnes, comme on Ouais. dit. Ouais et puis tu c'est faut que les gens se rendent compte aussi que quand tu es même si c'est une césarienne programmée, ça reste un accouchement et une opération et c'est vrai que ça te met dans une espèce de position de survivaliste un peu et tu as, ta pyramide de Maslow, elle est à la base de la base, quoi et du coup, tu as un comportement qui peut être extrêmement instinctif et animal et c'est que tu veux pas te séparer de ton bébé, en fait et tu veux pas qu'on le touche et tu veux que ton bébé reste sur toi
Et ça peut être difficile à comprendre, je trouve, pour le staff et pour le ou la conjointe aussi, qui peut ne pas comprendre ce besoin de proximité physique immédiat, en mode, bah non, repose-toi. Mais non, en fait, je veux mon bébé, quoi. Ou même tout simplement, moi je sais que son père voulait la prendre dans les bras et je disais, mais non, en fait là c'est moi, Ouais, tu me c'est la ça. Ouais. Et c'est pas contre l'autre, mais c'est vrai qu'il faut comprendre aussi dans quel état. Et du coup, comment tu te sentais une fois que tu l'as eu sur toi, justement, bon, après qu'elle ait pleuré, là, qu'il l'ait prise et que tu l'as récupérée, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais toujours, est-ce que la joie avait réussi à prendre le pas sur la déception? Alors, il y a eu un autre choc parce que c'était quand même trop beau pour que ce soit terminé. Ah mince. Elle a été abîmée au niveau de la lèvre quand ils l'ont sortie. On ne saura jamais pourquoi. Et du coup, quand elle s'est mise à téter, parce que pareil, hein, j'avais cette volonté de réussir mon allaitement, ça a pissé le sang, mais vraiment partout bah, sur mon sein, et donc c'est elle dans sa bouche. Donc elle avait un très très gros bleu autour de la bouche. Et là, le choc en fait. Là, j'ai appelé la sage-femme, j'ai dit, mais il se passe quoi? Pourquoi elle a ça? Pourquoi elle saigne? Est-ce qu'elle va bien? Enfin, c'est un tout petit bébé qui saigne de partout. Enfin, c'était très dur. Mais pareil, je pense que j'ai plongé tête baissée dans l'allaitement. Peut-être avec un peu plus de conscience, mais c'est même pas sûr, en me disant, bah là, il faut aussi que je réussisse, parce qu'en plus, j'ai eu, à la naissance de ma fille, alors pas dans les premiers jours, mais cette ambivalence, encore une fois, ça va être le mot du podcast, je pense, de je me consacre à ma fille parce que c'est un tout petit bébé, elle a besoin de moi. Et en même temps, j'ai envie d'être avec mon grand. Donc c'est aussi pour ça que je suis sortie, on en parlait en introduction, au bout de 24 heures, parce que c'était hors de question que je reste loin de mon fils. Euh, donc cette ambivalence de elle a besoin de moi, mais en même temps, j'ai envie d'être avec mon fils aussi. Et elle, cette petite fille, je la connais pas aujourd'hui, donc j'ai envie de vivre aussi toutes les émotions que je suis habituée à vivre avec mon fils. Et ça a été, je pense, le plus dur dans cette deuxième grossesse, enfin, dans cette deuxième naissance, c'est euh, réussir à faire la part des choses entre les deux, quoi. Et pourtant, mon mari était présent et prenait sa place. Et D'accord. ça, c'était Et qu'est-ce qui aurait pu t'aider, tu penses, pour atténuer un petit peu cette ambivalence? Qu'est-ce qui aurait pu t'aider? que quelqu'un m'en parle. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup aux mamans qui vont avoir un deuxième, parce qu'on m'a jamais dit que c'était dur d'accueillir le deuxième. Outre les aspects logistiques et fatigue, qui pour moi, alors le premier c'était finger in the nose, j'avais l'impression d'être la reine du monde, je gérais, c'était nickel. Le deuxième, j'ai pris une grosse claque. Parce que tu es deux à t'occuper de deux enfants, et encore nous, on a un troisième, donc on est même deux à s'occuper de trois enfants, même si le grand est voilà, plus Ouais, autonome. plus autonome, ouais. Mais en fait, on est passé en infériorité numérique et avec deux petits. Donc déjà, on a pris une grosse claque au niveau logistique et sommeil. On a des enfants qui dorment pas bien en plus, pas joie bonheur. Mais c'est surtout, on m'a jamais dit que c'était compliqué de partager son amour. Et en fait, pour moi, c'était compliqué. En fait, C'était c'est pas hyper. tellement ton amour, c'était ton temps, c'était ta disponibilité surtout. Oui, 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 c'est ça, oui, c'est plus ça, ouais. C'est ton amour, ton amour à donner, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, tu le prononces beaucoup mieux que moi. C'est Non, ça. non, mais parce que non, c'est pas ça. Ah, C'est que je l'ai vécu aussi et que je vois très bien ce que tu veux dire. C'est qu'en fait, si tu es empêché parce que tu as ta césarienne, empêché parce que tu as un deuxième très demandeur qui a peut-être des problèmes de santé ou qui a juste des gros besoins, bah, tu as moins de temps pour ton premier. Et quand tu as des parcours comme ça où tu as été fusionnel avec ton premier enfant, c'est hyper dur de te dire, attends, mais d'un seul coup, je peux plus lui donner autant. mm, Et effectivement, on n'en parle jamais et je te rejoins totalement sur ça m'émeut même, tu vois. C'est très dur parce que du coup, tu as un sentiment d'échec et de culpabilité alors qu'en fait, tu es déjà en train de donner 400% de toi-même. Et je te remercie d'en parler parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas du tout. mm. Et moi, je sais que j'aurais aimé qu'on me le dise, euh, parce que c'était très dur pour moi d'être dans cette ambivalence et cette culpabilité de me dire, mais en fait, je suis avec ma fille, mais je pense à mon fils, avec tout ce que je pourrais faire avec lui. Mais est-ce que j'ai pas fait une connerie en fait? Est-ce que je voulais vraiment ce deuxième enfant? Est-ce que vraiment j'étais capable de donner pour deux en fait? Et la vie nous a rattrapés puisqu'à à 15 jours, ma fille Marilou a été hospitalisée. Donc on a passé 5 jours à Necker. Parce qu'un soir, mon mari la met en pyjama trop petit, parce que bah, quand on fait des bébés de 4,5 kg, les pyjamas de 3 mois, ils vont pas longtemps. Ouais. Je dis, bon, on arrête avec ces tailles de pyjama, on prend du 6 mois, même si c'est la 15 jours, on s'en fout. Je vais la changer, et là, je vois son ventre, et je me dis, ma fille va exploser. Là, Oula. elle avait ses ventres comme les enfants de Somalie, vous voyez gonflés, là, alors que
Et je me dis, il y a un problème, il faut qu'on aille à l'hôpital. Donc on est parti, pas tout de suite à Necker, mais bon, on va dire Necker, parce que c'est là où on a fini. Et, euh, et en fait, après avoir suspecté la maladie d'Hirschsprung, fait des biopsies, avoir suspecté un trou entre sa trachée et son oesophage qu'il avait gonflé, et donc de passer au bloc, d'avoir une anesthésie générale, en fait, ils n'ont rien trouvé. Et pour moi, alors, donc ils m'ont laissé sortir en disant, bon, elle va bien, elle dégonfle, il faut régulièrement la sonder au niveau des fesses pour, bah, comme un ballon de baudruche, hein, vous mettez une sonde et ça va plus, mais elle va bien. Donc C'était on de sait pas l'air, quoi? de l'air, ouais. Ouais, elle était remplie d'air. Et en fait, pour moi, et je reste convaincue bah, il fallait qu'elle prenne sa place. Il fallait qu'elle passe ces 5 jours avec sa mère sans son frère dans les pattes, entre guillemets, et qu'elle me dise, bah, en fait, je suis là, j'existe et occupe-toi de moi, quoi. Alors que, Ouais, évidemment, pendant ces 15 jours, je l'ai allaitée à 100%, que je dormais avec elle la nuit et que je m'occupais d'elle, mais que peut-être que dans ma tête, il y avait un truc pas très, très apaisé. d'accord. Donc ça m'a mis une claque quand même, cette hospitalisation. Euh, et pareil, après, j'ai mieux vécu, je pense, ma maternité. Bah, autant quand on a deux, tu sais bien, tu Mm. peux pas faire tout exactement comme tu veux, donc tu fais du mieux que tu peux. Mais comme je disais, je suis sortie au bout de 24 heures. Alors, je sais pas pour prouver quoi à qui. Aussi parce que j'aime pas trop l'environnement hospitalier. Donc, j'étais aussi bien à la maison. Heureusement que ma mère était là pour la logistique. Voilà, une deuxième cicatrice physique dont je me répare toujours puisque j'ai changé de thérapeute, mais je continue mon accompagnement avec une pépite qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et je pense que j'ai pas fini. Ouais, mais après, ça, c'est pareil, hein, ceux qui ont jamais commencé ce travail, c'est sur le long terme, hein, ça, c'est pas sur 3 mois, quoi. Surtout que, tu sais, on dit des fois, et c'est pareil, c'est pas pour nous culpabiliser, mais tu sais, on dit aussi que parfois, les conditions de notre propre naissance peuvent influer sur notre manière de donner la vie, enfin, en tant que femme, ouais, tu vois, je vois que tu souris, donc que tu vois bien. Mais même de d'autres traumas de la vie qui font que voilà, potentiellement, il va se passer X, Y. Et c'est pas pour nous culpabiliser, c'est pas de notre faute. C'est juste qu'aussi, on est dans une société, et je pense que tu vas parler de ça aussi, où on nous accompagne pas, où on nous explique pas les choses, on est dans la rationalité pure permanente. Et aussi dans cette fuite en avant, comme tu disais, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc, allez, next, allez, hop, on passe à la suite. Alors qu'en fait, il y a des choses à analyser, il y a des choses à accueillir. Et je trouve qu'on est dans une société qui le fait pas du tout. Et ça accentue, je trouve, le mal-être quand bah, on vit ce que tu as vécu, par exemple. J'imagine que cette ambivalence était peu comprise. Est-ce que tu as réussi à en parler avec des amis, avec peut-être des professionnels de santé en qui tu avais confiance? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu partager, ou même avec ton conjoint? Alors avec mon entourage, non, pas vraiment. Avec ma thérapeute. Et c'est assez drôle que tu parles de notre propre naissance parce que c'est pour ça que j'ai changé de thérapeute, c'est pour revivre toute ma naissance, toute mon enfance et même toute ma préconception, donc la rencontre de mes parents, ma conception et tout ça, euh, avec de la sophroanalyse. Donc voilà, on a revécu tout ça avec beaucoup d'images, beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs qui me sont venues quand je partais dans ces mondes-là avec ma thérapeute. Et ça m'a éclairé sur beaucoup de comportements aujourd'hui, sur beaucoup de choses. Donc c'est des parcours qui sont très enrichissants, je trouve, pour la suite. Ouais. Et on doit s'offrir. Alors malheureusement, c'est pas gratuit, c'est pas pris en charge, mais vraiment, au lieu de vous acheter des fringues, payez-vous ça parce que c'est mieux qu'une crème anti-rides, quoi. Vraiment, Ouais, c'est- ouais, un accompagnement qui est adapté à chacun. Il y a des personnes qui font de l'hypnose, de l'acupuncture, de la sophro. Il y en a d'autres, c'est des moments de massage parce qu'en fait, elles partent et que le fait de connecter avec leur corps, ça leur fait du bien. C'est vrai que ça peut être divers, mais c'est vrai de se trouver le temps pour soi avec un professionnel qui permet un peu bah, de poser les choses et d'aller travailler sur ce dont on a besoin. Parce qu'en fait, chacun a des besoins différents. Il y en a qui vont faire le MDR. Enfin voilà, c'est assez divers. ces T'as parcours raison. sont nécessaires. Parce que Oui, et comme on puis, disait, c'est pas des blessures, que ce soit des cicatrices physiques avec les césariennes ou des cicatrices voilà, du cœur, psychologiques.
c'est pas anodin en fait. Donc on a besoin d'être accompagné. Et c'est un peu ça que je voulais dire par rapport à ma troisième opération. Oui. Parce que j'ai été opérée d'urgence il y a maintenant 3 semaines, pile poil. Euh, et qu'en fait, ces opérations anecdotiques pour le corps médical, parce qu'une césarienne, ils en font tout le temps, voilà. Une célioscopie, je vais dire pourquoi, mais pour eux, c'est anecdotique, ils ouvrent même plus le ventre, donc c'est... Mais en fait, c'est pas anecdotique. Et c'est pas parce que votre chirurgien, et encore heureux, il est habitué à la faire, que c'est pas grand-chose. Et ça, c'est un truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps, après mon opération, en me disant, mais en fait, c'est pas parce que cette célio, mon chirurgien, il a géré, il sait, et que tout le staff me dit, mais c'est rien, vous inquiétez pas, c'est pas grand-chose. En fait, je suis pas sûre que ce soit d'une grande aide de nous dire ça, vraiment pas. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est un mercredi de la semaine de la rentrée, j'ai mal au ventre, je comprends pas trop ce qui se passe, mais j'ai mangé au resto le midi, donc je me dis, bon, je dois pas digérer mon tartare de saumon, sachant que j'avais vraiment mal au ventre de sous les côtes jusqu'au pubis. Donc c'était vraiment une douleur qui laissait pas à penser que c'était lié à mes organes génitaux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, oui, Enfin, c'est ça. Oui, oui, ouais. oui, oui. Ouais, c'était diffus, quoi. Ouais, C'était tout le c'est- ventre. je me suis même dit, c'est mon côlon, voilà, ça se trouve, les petits oignons du tartare ne passent pas. Bon, je me couche vraiment pas bien. Le jeudi, ma fille, bah, comme je vous dis, c'était la semaine de la rentrée, donc ma fille qui est rentrée à l'école, je ne l'avais pas avec moi le matin, mais l'après-midi, je devais m'en occuper. Parce que voilà, semaine d'intégration à l'école. Et vraiment pas bien, je fais la sieste avec elle. Le soir, j'ai très très mal au ventre après avoir couché les enfants. Je me couche vraiment pliée en deux, quoi. Je suis dure au mal, mais bon, j'ai des limites. Vendredi matin, je me prépare, j'allais partir avant les enfants. Et mon mari me voit et me dit, non mais là, tu vas pas au bureau, tu vas aux urgences. Il faut savoir qu'entre-temps, j'avais appelé un médecin avec une application de téléconsultation qui m'avait dit, bah, prenez du Spasfon, madame. Merci. Merci beaucoup. En 17 secondes à peu près, peut-être 19, mais entre les deux. Et ça sera 25 €. Allez, merci. C'est ça, exactement. Alors c'est très pratique, mais des fois c'est vrai que c'est un petit peu exagéré. Et donc, alors il faut d'abord appeler le SAMU avant d'aller aux urgences. Je vous avoue que Oui. ce jour-là, je l'ai pas fait, parce que je sais qu'il y en a qui s'amusent à me commenter ça sur mon reel d'Instagram, ce qui m'énerve au plus haut point. Mais je le dis, il faut appeler le SAMU avant d'aller aux urgences. Les SAMU sont souvent de très bons conseils. Je le fais toujours pour mes enfants. Là, j'avoue que je suis Oui, partie en aux urgences fait, je vais direct. préciser, en fait, il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, votre pathologie peut nécessiter une spécialité qu'il n'y a pas dans votre hôpital le plus proche et qui doit vous réorienter dans l'hôpital où il y a la spécialité en question. Et c'est aussi parce que parfois, il y a des urgences qui sont saturées, que le SAMU le sait et qui vont pas vous envoyer dans un service d'urgence saturé. Je le précise juste au cas où, voilà, parce que moi, j'ai appris ça parce que mes enfants avaient eu un souci et qu'avant, on le faisait pas et que c'était un truc nouveau, que j'avais pas été confrontée à ça. Et voilà. Et c'est aussi eux qui vous donnent les codes pour rentrer dans les maisons médicales d'urgence. Donc voilà, juste petite parenthèse fermée, mais effectivement, voilà. Mais parfois, bah, il y a urgence et il y a urgence vitale. Donc on y va et point barre. Alors moi, je me suis dit, j'y vais vraiment pour faire plaisir à mon mari, parce que si j'y vais pas, il va me saouler. Donc j'ai été pas loin de chez nous, c'est une maison médicale. Alors c'est pas vraiment des urgences, c'est une genre de maison médicale voilà, ouvert de 8h à 20h, où on prend pas vraiment de rendez-vous. Donc je vois une infirmière, je fais un test urinaire, et elle revient dans mon box et me dit, bah vous êtes enceinte. Et là, en fait, madame, j'ai un stérilet, donc là, c'était pas vraiment prévu. Et puis, comme vous avez entendu mon parcours, je ne veux plus d'enfants. Voilà, on est vraiment assez sûr de nous sur ce sujet-là. On en a trois et la maison est bien complète. Et je dis, mais non. Et donc là, je réfléchis à quand est-ce que j'ai eu mes dernières règles pour me dire, est-ce que je vais vraiment pouvoir avorter? Parce que clairement, je ne comptais pas du tout garder cet enfant. Enfin, qui n'est pas vraiment un enfant à ce date-là, mais en tout cas, je ne comptais pas garder ce fœtus. Et le médecin arrive après avoir engagé l'infirmière sur la façon dont elle m'a sorti les choses, me dit, bon, entre le fait que vous ayez mal au ventre, que vous ayez un stérilet et que vous soyez enceinte, ça Ouais. fait quand même beaucoup penser à une grossesse extra-utérine. Donc ça veut dire que c'est une grossesse qui n'est pas implantée dans l'utérus et qu'elle s'est mise ailleurs. Sauf que bah, le ailleurs n'est pas fait pour accueillir une grossesse, donc souvent ça pose problème. Donc il palpe mon ventre et me dit, bon, bah, vous n'avez pas l'air gonflé et tout ça, mais vous partez, bah, pour le coup, il m'oriente vers un service d'urgence spécialisé, donc à Créteil.
aux urgences gynéco et il me dit allez-y. Sauf qu'il me dit allez-y par vos propres moyens, hein. Il n'avait pas vraiment Ouais. jaugé de l'urgence. Donc mon mari m'accompagne parce que voilà, je lui dis je suis enceinte, c'est bizarre. Enfin, j'arrive à Créteil, bon, ils me refont les examens, ils me font une écho et là, ils passent l'écho sur mon ventre. Elle me dit bah, vous avez plein de fluide dans le ventre. Je dis mais plein de fluide, c'est-à-dire j'ai quoi dans le ventre, de l'eau? Elle me dit bah non madame, du sang. Ah d'accord. Ah, mais je pas, faut que j'intègre madame, parce que là vous me dites Donc en du fait, je fluide. fais une hémorragie interne, merci. Oui Merci. voilà, c'est ça. Oui, parce que moi, on vous dit vous avez du fluide dans l'eau, je pense plutôt à du thé ou de l'eau que qu'autre chose, hein. Je pas imaginer que j'allais pouvoir avoir du sang partout. Et ils me font une écho interne et ils me disent bah voilà, la grossesse n'est pas dans l'utérus, on ne voit pas bien les trompes, mais en tout cas on sait qu'elle est ailleurs et que si vous avez du sang dans le ventre, c'est que ça a pété, quoi. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, donc tu as fait une grossesse extra-utérine et qu'il y a eu des dommages internes du fait de cette grossesse extra-utérine, en fait. Elle était dans la trompe, elle a fait éclater la trompe parce que bah, la trompe n'est pas faite pour accueillir une grossesse et la trompe bah, Ah, a ça saigné. saignait. Et je pense que ça saignait depuis mercredi pour le coup, tout Ah doucement. ouais. Mais donc c'est on appelle ça une hémorragie silencieuse parce qu'en fait l'avantage que j'ai eu c'est que toutes mes constantes étaient bonnes. En fait, j'allais bien, je marchais, je conduisais. À aucun moment, je me suis sentie dire on fait une hémorragie, oh, on tombe. Non, pas du tout, en fait. À C'est aucun moment. pire. Oui, Enfin, je cherche le bon mot, pas pervers, mais vicieux. C'est vicieux. ah oui, oui, c'est encore pire, ouais. Et donc, bah là, par contre, quand ils ont confirmé parce que c'était des internes, quand la chef de la gynéco est venue et a dit bon, là, on y va, on passera pas outre l'opération. Après m'avoir expliqué les risques, parce qu'il faut savoir que quand on a eu 2 césariennes, bah, c'est pas exactement comme c'est normalement dans votre ventre. Et elle m'a dit, il y a plus de risques qu'on fasse une laparo. Donc une laparo, ça veut dire qu'on ouvre votre ventre, on réouvre à la césarienne. Alors que normalement, une grossesse extra-utérine avec hémorragie se règle sous célioscopie. Donc c'est-à-dire que vous avez 3, 4 trous dans le ventre, mais petits, à part celui du nombril qui est un petit peu plus gros. Mais globalement, vous avez des points de 3, 4 cm maximum. Et encore, c'est beaucoup. 2, 3 cm. Donc on vous fait gonfler le ventre, on met des caméras avec des bistouris, des machins, et en fait ils font tout à la caméra. Mais j'avais plus de risques de faire une laparo, donc déjà il faut l'encaisser, ça, de se dire bon, peut-être qu'on va me réouvrir ma césarienne. C'est vrai que ces douleurs ne m'avaient pas vraiment manqué, donc j'ai espéré très fort que ce soit pas le cas. Là, branle-bas le combat, ils arrivent, chemise de bloc, ils donnent toutes mes affaires à mon mari et je pars. Et lui, ça devait être un peu choquant pour lui aussi, parce Ah oui, que... ça a été très dur, surtout qu'il ne supporte pas cet environnement hôpital du fait de son histoire et que c'était très dur. Et il m'a dit, j'ai ressenti exactement les mêmes émotions que lorsque tu es partie en césarienne d'urgence pour Noan, Bah ouais. notre fils, où je me suis dit, ça se trouve, elle ne reviendra pas. Ouais, c'est horrible ça, parce qu'en fait, les mecs, enfin, les conjoints ou conjointes, ils sont pas du tout accompagnés et c'est des traumas qui gardent, quoi. Tu sais que j'ai des femmes qui ont témoigné dans le podcast, ils se sont séparés, hein, parce qu'en fait, Ah oui. ça passe pas et que ça reste un trauma et en tout cas, là, c'était des hommes, ils passent pas au-dessus et en fait, ils y arrivent plus et en fait, ils se séparent. Et je trouve ça triste parce que c'est quelque chose qui est totalement sous-diagnostiqué, qui est pas du tout pris en compte, quoi. Et le pauvre, quoi, bah, ton pauvre conjoint, du coup, c'est dur Ouais, pour ça n'a lui. pas été Et facile. toi, t'étais comment? T'avais peur? Alors moi, T'étais comment? j'étais déconnectée. D'accord, J'étais, je comprenais pas ce qui se passait. Je réalisais pas du tout le truc, mais genre d'accord. pas du tout. T'étais parti, quoi. Tu t'étais mis dans J'étais une partie. bulle, t'étais ailleurs. Et donc là, ils sont arrivés, ils ont donné mes affaires à mon conjoint, ils m'ont amenée au bloc, ils m'ont mis en salle de réveil pour patienter parce qu'en fait, il faut savoir qu'en même temps que moi, il y a une autre femme qui était en train de faire une grossesse extra-utérine, qui avait 30 ans, qui avait la trompe qui avait éclaté, qui faisait une hémorragie interne. Bah, comme toi? Exactement pareil. D'accord, Et qui en plus était à négatif comme moi. Je veux dire, on aurait pu nous confondre. Et en fait, sauf que elles, ses constantes sont tombées. Et donc, en fait, ils m'ont mis au bloc pour me surveiller au cas où je chute au niveau de mes constantes, mais qu'ils l'ont opérée elle d'abord. Parce que d'accord, elle, c'était là pour le coup une urgence vitale. Moi, c'était quelque chose qui coulait, mais bon, bah, ça allait pour l'instant. d'accord. Et que ce jour-là, il n'y avait pas beaucoup de chirurgiens disponibles. Et t'as Et donc, attendu longtemps? C'était long, l'attente? 4 heures. Ah, quand même, ouais. Et t'avais Ouais. peur, du coup, parce que t'étais seule? Comment ça s'est passé ces 4 heures? Avec les infirmières, il faut savoir que ma mère fait ce métier, elle est infirmière en salle de réveil, donc
Je regardais ce qu'elle faisait, je savais ce qu'elle faisait parce que bah, j'ai souvent été au bloc avec ma mère. C'est pas un environnement qui me fait peur en plus parce que j'ai travaillé dans un bloc opératoire quand j'étais jeune. Donc moi les opérations, les chires, les célios, j'en ai vu et j'ai pas peur. Enfin, Non, mais dans le sens où tu patientes, donc en fait, tu es en mode cerveau rationnel, en fait. Tu es en mode rationalité pure, t'as pas d'émotion, tu es un peu anesthésié en termes c'est émotionnels. ça. Et puis en fait je me dis bah si je patiente c'est que c'est pas grave, Ouais, c'est que tout ouais, va ouais. bien. Mais c'est En plus bien. Tu vois, c'est une chance. Parce que tu aurais pu te dire, attends, 4 heures toute seule, tu comprends que tu as une hémorragie interne. Tu vois, si t'as pas de notion trop médicale, ça peut être vachement angoissant, quoi. ouais. Non, j'ai pas eu peur, j'étais déconnectée. Puis après, vers 16h30, ils sont venus me chercher. Bon, bah, c'est bon, c'est à vous. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, machin. Je me Et suis réveillée. c'est une AG? T'es anesthésie générale? Ouais. Et puis, en fait, j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé quand j'ai commencé à le raconter après. Quand j'ai commencé à prévenir mes proches, parce que mon mari avait appelé beaucoup de monde, mais moi, après, j'ai donné des nouvelles. Et que j'ai posé les mots sur, bah voilà, j'ai fait une grossesse extra-utérine. J'ai eu une hémorragie, j'avais 1 demi-litre de sang dans le ventre. Oh la vache. Et en fait, c'est en écrivant ça que je me suis dit, putain, hein, si quelqu'un m'envoyait un message comme ça, je me dirais, waouh, pas anodin le truc, quoi. Et en fait, moi, quand je l'écrivais, j'avais vraiment l'impression que je leur écrivais que j'étais allée au McDo et que j'avais pas digéré mon hamburger, quoi. Ouais, Vraiment, j'avais pas cette sensation d'avoir été opérée. Je suis sortie le lendemain matin et c'est aussi ce qu'on a partagé en live, Audrey, quasiment. C'est en fait, bah, tu sors le lendemain matin, ouais. j'ai pas de suivi. J'avais un point, j'avais que des fils résorbables, sauf à gauche, j'avais un point en plastique, là, enfin avec un fil, qui était très mal fait, donc qui me serrait, qui me lacérait la peau. Euh, Bah, l'infirmière devait passer, mais 4 jours après, donc j'aurais eu le temps d'être nécrosée, je pense. Donc j'ai pris un scalpel et j'ai coupé le point toute seule, avec mon fils, qui me disait, qui m'éclairait avec, avec mon téléphone et qui me disait Maman, je t'aime. Je dis Oui, je sais, mais ne bouge pas la lumière, il faut que je coupe ce putain de fil, il me gêne. Mm. Et en fait, je pense que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, faire ce reel sur Instagram qui est viral, hein, parce que le nombre de commentaires de femmes qui ont vécu la même chose que moi, bah, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Jusqu'à là, je réalisais pas. Ah, tu Et comme... réalisais pas la gravité, tu veux dire? Non, ouais, pas du tout. Pas du D'accord. tout. T'as quand même une capacité à... Ton cerveau a quand même une capacité à te protéger. Et à... Ouais, alors vous la verrez pas, mais moi je la vois, elle acquiesce. À se mettre en mode guerrier, quoi. En fait, il te coupe tes Ça, émotions, il se met en mode ultra rationnel survie et l'émotion revient tranquillement après, au fur et à mesure. C'est-à-dire que tu penses que même quand tu as fait cette vidéo dont tu parles là sur ton Instagram, tu penses que même quand tu l'as faite, tu n'avais pas encore complètement compris ce qui s'était passé? c'était en train de s'enclencher, mais pas complètement. Donc c'est là maintenant qu'on enregistre où là, tu as le Ouais, recul de te comprendre la c'est là. gravité de ce que tu as vécu, que tu auras pu décéder en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et le fait que ma mère ait très peur aussi, parce que ma mère, comme je disais, est dans le milieu médical, et elle est venue tout de suite, en fait, elle a pris un elle a pris un billet d'avion, elle est venue pour nous aider aussi, parce que bah, j'étais quand même, je vais le dire après, mais j'ai eu une semaine où j'ai dormi quasiment. Euh, Moi qui voulais reprendre le boulot le lundi, ça n'a pas vraiment été possible en étant opérée le vendredi. Euh, mais j'espérais, hein, j'espérais. Mais non, j'ai pas réussi. J'ai quand même fait des calls tous les jours, hein, et des Notre visios, résilience n'a aucune limite. c'est ça. Et ma mère qui me dit, mais en fait, tu te rends pas compte que tu aurais pu faire un choc, tu aurais pu Ouais. faire un arrêt cardiaque, tu aurais pu faire une septicémie parce qu'en fait, ça s'en... Exactement. Bah ouais, ça Et, s'infecte. Ouais, ouais. et elle me dit, c'est pas anodin en fait. Et il y a aussi ma belle-mère qui a eu aussi une grossesse extra-utérine après ses 2 enfants, donc après mon mari et sa sœur, et qui est venue nous aider et qui me dit, mais en fait, arrête-toi. Et c'était la première fois qu'elle me disait ça, elle m'avait pas dit ça pour ma césarienne. Arrête-toi parce qu'elle l'avait vécu et elle me disait, moi j'ai passé une semaine à l'hôpital et j'en ai eu besoin. Toi, t'es sortie au bout de 12 heures parce que j'étais opérée à 17 heures, à 11 heures j'étais dehors. Ouais. À 12 heures, elle me dit, mais là, tu peux pas en fait donner le bain aux enfants, les porter, les gérer, aller chercher à l'école, Ouais, conduire. en fait, en fait, c'est vrai. Mais tu vois, je pense que je vais refaire un article sur le site et un post sur nos réseaux parce que, tu vois, j'ai un post-it là devant moi où il y a écrit Célio, ce n'est pas une petite intervention. La question si ça ne va jamais cicatriser.
et ce n'est pas anodin. Et tu vois, c'est tout ce que tu as dit aujourd'hui aussi et je pense qu'il faut pas mélanger un geste, médical extrêmement maîtrisé qui du coup, ne stresse pas le personnel médical, qui du coup dit: «Ce n'est rien» parce qu'ils sont très rassurés à l'idée de le faire parce que c'est très maîtrisé et l'impact que ça a dans ton corps, dans ta vie et sur ta santé. Et en fait, c'est absolument pas une balance équilibrée. C'est-à-dire que ça peut être un geste hyper maîtrisé qui a un énorme impact dans ton quotidien et je te remercie d'en parler parce qu'en plus, je trouve qu'on parle assez peu, tu vois? Déjà, on parle pas beaucoup des alors on dit plus fausse couche, des arrêts de grossesse naturelle, on parle, je parle même pas de l'IMG, enfin, tu vois? Voilà, mais on parle pas du tout, je trouve, assez, des grossesses extra-utérines et surtout dans le sens où ça peut mettre ta vie en danger. C'est C'est-à-dire ça. que: «Ah, tu as fait une grossesse extra-utérine, ouais, tu as été opérée, bah, tout va bien». Attendez les gars, tout va bien, tu vu l'état de mon ventre? T'as vu l'état de après comment je me sens, des adhérences, et puis Ouais, j'ai failli mourir quand même. Enfin, tu vois? ouais, Et je te remercie vraiment de parler de ça, vraiment parce que c'est de la prévention, en fait. C'est de la prévention pour des femmes, qui ont mal au ventre et qui, tu vois, comme toi, ton mari t'a dit: «Bon, allez là, va consulter quand même», sinon tu y serais pas allé parce que on est tellement dur au mal qu'on va ouais, pas y aller, quoi. Et tu vois, même le médecin qui t'a dit: «Prends un Spasfon», tu vois, ça mériterait que tu lui envoies tes comptes rendus opératoires en disant: «En fait, mec, je faisais une hémorragie» et mmh, peut-être, tu vois, que lui aurait dû te dire: «Bah, allez consulter» parce que tu lui avais dit: «Bah, j'ai un stérilet, j'ai ci, j'ai ça, mais j'ai mal au ventre». Tu vois, il aurait pu te poser des questions sur la partie gynécologique. mmh. Donc peut-être qu'on peut aussi faire passer le message que les rendez-vous en visio, c'est bien, mais pour des ordonnances, quoi. Oui, c'est ça. Parce que Oui, là, bon, allumer la lumière de, vous avez un stérilet, vous pouvez tomber enceinte c'est et ça. il y en a beaucoup qui tombent enceintes. Donc si vous avez mal au ventre et je le répète, j'avais pas mal en bas du ventre, j'avais mal dans le ventre. Oui, c'est ça. En fait, à aucun moment je pensais qu'il y avait un enfin, c'était très, très loin de moi. Donc douleur au ventre, Ouais, douleur abdominale, vraiment ouais. abdominale au sens large, stérilet, égale urgence en fait. Égale j'appelle le SAMU et je pose la question. Et j'avais mal au ventre, mais je pense aussi que les césariennes m'ont rendue très 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 résistante à la douleur. Et qu'au final, pour moi, c'était j'avais mal au ventre. Voilà, en fait. Ouais Et c'était très et loin des douleurs de règles. C'était vraiment pas des douleurs de règles. ouais, c'était une douleur que tu connaissais pas. Non, non, pas du tout. Bah, merci pour ce message de prévention parce que vraiment je pense qu'il est ultra nécessaire. Je te remercie beaucoup et par rapport justement à toute cette résilience, quand tu dis justement, «Ce qui ne nous tue pas nous rend pas forcément plus forts», comment aujourd'hui justement, en conscience de ça, tu prends soin de toi, tu as mis des choses en place, et justement tu vis cette résilience au final? Bah, je vais continuer. Alors, c'était pas une option, hein, mais je vais continuer avec ma thérapeute parce que je pense que là, j'ai encore des choses qui sont venues se rajouter sur la pile de choses que j'ai à gérer de mon enfance, de ma vie, de tout ça. Ouais. Que va falloir que j'en parle parce que même si, comme je disais, c'est venu et je commence à réaliser ce qui s'est passé, que j'ai failli y passer, etc. Bah, le chemin n'est pas, je suis pas encore au bout, je pense, donc on va devoir revivre un peu tout ça, je pense, pour le faire guérir. Et, euh, et puis cette idée, même si je sais pas si je vais réussir à l'appliquer, hein, qu'il faut que j'arrête un peu avec l'abnégation parce que je pense que c'est... Alors il y a un gros mot en maternité, c'est la culpabilité. Je pense que ça, j'arrive petit à petit à passer au-dessus. Mes enfants commencent à grandir et tout ça, donc je culpabilise un peu moins, ou en tout cas, j'organise ma vie pour ne pas trop culpabiliser. Euh, Exemple, j'essaye de caler mes sorties les jours où j'ai vu mes enfants la journée. Comme ça, je les ai vus et je sors et je me dis, bah, je les couche pas ce soir, mais voilà, c'est pas très grave. Par contre, l'abnégation, j'ai encore beaucoup de mal. Je suis trop dans l'abnégation, en fait. Je suis trop à me dire, allez, vas-y, c'est pas grave, serre les dents, on y va et tu tomberas ce soir, quoi, en fait. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant et est-ce que tu sens que cette abnégation, c'est pour ta en fait, comme si ça avait été un mécanisme de survie que tu arrives pas à désenclencher? C'est-à-dire qu'en fait, on en tu ouais, je te vois sourire. On n'en a pas parlé avant, hein, que ça a été un mécanisme de survie et que tu arrives pas à le «Allez, c'est bon, il y en a plus besoin, quoi, maintenant». C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. C'est Ouais, un mécanisme c'est de l'enfance qui s'est enclenché, je pense, quand j'étais toute petite et qui est donc vraiment bien, bien ancré, lui. Très, très ancré.
D'accord, oui, qui est pas lié que à ton vécu d'adulte, entre guillemets, Non. de femme mère, mais qui est quelque chose que tu avais déjà, donc en fait, qui se met en place assez naturellement, d'où le fait que tu te coupes assez facilement de ce qui se passe. C'est un des premiers travails que j'ai fait avec, ma première thérapeute, bah, aussi moi de mon fils. Donc le 1er travail thérapeutique, j'avais pas forcément été voir des psys ou des thérapeutes, plus jeunes. C'est de reconnaître les émotions et de les vivre, de les ressentir. Ouais, ce qui Ça peut faire très peur, du coup. Ouais, parce qu'en fait, je me rendais compte que je parlais beaucoup d'émotions avec mes enfants, avec mon fils et il avait beau être tout petit, je parlais de la joie, j'avais des livres, j'étais formée à tout ça en plus, donc pour moi, c'était essentiel. Mais en fait, je savais pas ce que ça faisait. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que Je savais comme pas que j'étais eux en passent colère, leur je temps savais pas à ouais, pardon, excuse-moi. Vas-y. je savais pas. J'arrivais pas, je savais pas ce que ça faisait dans son corps, dans son esprit, je connaissais pas les émotions, en fait et pourtant, c'est pas faute d'avoir été formée, d'avoir lu, d'avoir essayé. Et du coup, là, si tu sais, pour répondre aux questions, de fin du podcast, si tu avais 3 conseils justement à donner aux femmes, alors soit par rapport à ce que tu as vécu, soit par rapport à ce sentiment d'abnégation, ou d'ambivalence, voilà, quel message enfin non, quels sont les 3 conseils ou 2 conseils que tu voudrais donner? La première, c'est, de vous écouter et on a souvent les intuitions, une intuition assez bonne et la veille de mon départ aux urgences, j'ai eu mal au sein comme j'ai eu à chaque fois mal au sein quand je suis tombée enceinte. Mais je me suis dit: «Non». Ah! En fait, je me suis fait opérer de la poitrine, je me suis fait, refaire la poitrine en juin, donc je me dis: «Non, mais ça va être lié à mon opération, c'est pas ça». Sauf que si, en fait. Si, c'était exactement ça, donc s'écouter. Ouais, ton corps t'a envoyé des signaux que tu as dû de Voilà. nouveau du coup que tu as enfin que tu as sous-estimé quoi. Mmh et je me vois encore jeudi ap donc je suis partie aux urgences le vendredi matin. Le jeudi après-midi, je me suis dit: «Purée, mais j'ai quand même l'impression d'avoir le ventre gonflé, je suis grosse, j'ai Heu, grossi» et en fait, non, j'avais pas grossi, j'avais juste du sang dans le bide et mon bide qui allait pas, donc qui se mettait un peu en état d'alerte. Donc s'écouter, le premier conseil. Le deuxième conseil, bah, ça va faire le lien avec l'abnégation et déjà expliquer ce mot-là à votre conjoint ou votre conjointe. Moi, je lui ai expliqué et dès parfois, je lui demande de serrer les dents parce que moi, j'en ai marre de serrer, quoi. Parce que souvent et moi, c'est le cas de mon mari, quand il a un rhume, bah, lui, il est au fond de son lit, quoi, mais moi, bah, il faut vraiment que je me fasse opérer pour aller au fond de mon lit et encore, souvent, j'y reste pas et c'est pas OK, quoi. Je l'aime très fort, il fait beaucoup de choses, il y a pas de sujet, mais ouais. des fois, c'est un peu dur. Et le troisième, c'est ce que j'ai dit un peu précédemment, c'est il faut se faire accompagner, Ouais. tant physiquement, grâce à toi que psychologiquement. Parce qu'en fait, c'est pas anodin et parce qu'en fait, ce qui nous tue pas ne nous rend pas plus forts, comme on disait au début, comme on l'a répété plusieurs fois. Vous serez pas des meilleures femmes parce que vous sortez plus tôt, vous serez pas des meilleures femmes parce que Vous vous êtes finissez debout en avec train de saigner dans votre chambre de maternité, c'est ça. mmh et après c'est difficile parce qu'en même temps, tu en as besoin sur le moment. Donc est-ce que le truc, c'est pas plutôt de se dire: «Tu veux le faire, fais-le une fois et si ça te coûte trop, écoute-toi sur le fait que ça t'a trop coûté». Peut-être que c'est Mmh, ça aussi. mmh. Mais aussi peut-être de remettre en question pourquoi on a envie de le faire. Ouais, De ouais, ouais, bah, peut-être bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. parce que c'est peut-être une construction de la société, c'est peut-être, une construction de notre enfance, pourquoi j'ai voulu partir à 24 ans? Moi, je me souviens, pour ma deuxième naissance, pour la naissance de ma fille, pardon, j'ai été opérée à 11 heures. Le lendemain matin, bon, je me suis levée le soir, mais le lendemain matin, j'étais debout dans les couloirs, pour aller peser ma fille, faire les tests, avec le pédiatre. J'ai croisé mon ancienne sage-femme, donc qui m'avait accompagnée pour la naissance de mon premier, qui elle était enceinte jusqu'aux yeux et elle m'a dit: «Mais, tu pas accouché hier, toi?» et je lui dis: «Bah si». Elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là dans les couloirs, en fait?» Ouais, ouais. et je lui dis: «Bah, en fait, là, je vais sortir, donc faut bien que je marche, quoi» et elle m'a dit: «Mais tu es tarée, tu es tarée» et en fait, moi, je lui dis: «Mais en fait, si, si, en fait, c'est dur, quoi». Enfin, mon corps, il avait vécu un truc de dingue. Donc voilà les 3 conseils. Je sais pas si tu avais d'autres choses, Ouais, le dernier message, si pour conclure justement, si tu as un message pour les femmes que tu veux faire passer? Bah, ce qui nous tue pas nous rend pas plus fortes. Parce que vraiment c'est
Ouais, c'est plutôt un processus d'accueillir, d'analyser pour ensuite avancer et pas penser que parce qu'on a vécu un truc dur, ça va forcément nous endurcir, quoi. Et en fait, se dire que je pense aussi que rien n'arrive par hasard et que les choses, ça je le dis souvent en atelier avec les parents, les choses qu'on n'a pas envie de traiter à l'instant T, bon, parfois on n'est pas capable à l'instant T de prendre ce plateau qui arrive devant nous, donc on repousse le plateau. En fait, il va revenir, un peu Ouais. comme le boomerang. Donc en fait, se dire que bon, parfois on peut pas, parfois on peut pas le prendre comme ça, c'est pas possible, on n'est pas capable à l'instant T de le recevoir. Juste se dire qu'à un moment donné, il va falloir se gérer ce qu'il y a sur ce plateau parce qu'il va revenir, et il va revenir de plus en plus fort. Ouais. Et je pense aussi que cette opération est peut-être pas arrivée pour rien et qu'il y a encore des choses liées à ma césarienne qui sont pas réglées, liées à cette abnégation, liées au fait que je serre trop les dents et qu'en fait je veux trop faire en fait et que bah avant de tomber dans un burn-out quel qu'il soit ou de m'effondrer physiquement, il faut que je m'écoute. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, tu sais, la femme hystérique, qui s'écoute trop, qu'on fait des caisses. Il y a peut-être un juste milieu, quoi. On n'est peut-être pas obligé d'être un robot non plus. C'est ça. Après, faut pas non plus s'en vouloir. C'est-à-dire qu'on vient avec nos bagages aussi, nos bagages conscients et inconscients. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était hyper intéressant, de partager ça. C'est hyper personnel. Merci pour ta confiance. Où est-ce que tu voudrais qu'on t'écrive? Est-ce qu'on met ton Instagram dans les ressources? Lucille.watrin, c'est compliqué à écrire, mais vous le retrouverez dans la description, je pense. Oui, oui, je mettrai dans la description, bien sûr. Et éventuellement, est-ce que tu as d'autres ressources que tu veux partager? Euh, en bouquin plutôt. C'est comme tu veux, même un livre ou un documentaire, enfin, ça dépend. Quelque chose qui si demain, tu avais une femme qui vivait quelque chose de similaire à toi, qu'est-ce que tu lui ferais, regarder ou lire ou écouter? Voilà. À part notre super podcast, évidemment, et ton épisode. Euh, Franchement, là, je suis désolée. J'ai tellement lu de bouquins que je n'ai pas quelque chose qui me vient en particulier. Mais c'est pas grave, au pire, tu me rediras et on le rajoutera dans les ressources s'il y a quelque chose qui te vient ensuite. Bah, écoute, merci mille fois, Lucille, Merci. pour toute ta confiance et puis même, de m'avoir aussi alertée sur, ce qui t'est arrivé, que je puisse, aussi constater. Je pense qu'on aurait pu même, tu vois, avancer encore plus sur, qu'est-ce que de quoi tu aurais eu besoin, mais je pense que ça revient en permanence. C'est d'un vrai parcours de soins, d'un vrai accompagnement, d'une meilleure communication sur, bah, on vous a fait ça physiquement, voilà comment vous allez vous sentir et voilà comment va être votre convalescence, plutôt que de nous renvoyer, sans rien chez nous. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, sans se reparler et cette fois avec ta casquette de professionnelle, tu Et viendras, reparler un petit peu de tout ça. oui, le parcours de soins est un vrai sujet. Enfin, on en a parlé. Là, tu sortes et même si c'est bien de sortir parce qu'avec toutes les maladies qu'on peut choper à l'hôpital, il vaut mieux être chez soi, je pense vraiment. Mais il y a quand même une notion de parcours de soins qui va pas en fait, que ce soit pour les césariennes, pour mon opération. Bah, je parlais de mon opération, je me suis fait opérer de la poitrine en juin dans une clinique privée, ça m'a coûté très cher. Bon, c'est aussi de l'esthétique, hein, donc c'est différent. Mais le parcours, mais n'avait rien à voir. Mon chirurgien, il était là, mon chirurgien répondait à mes textos, mon chirurgien, il m'a revu à J2, il m'a revu à J7, il m'a revu à 30 jours. Et en fait, bah, ça change tout. Bah, Parce qu'en bien fait, dès sûr. que j'avais une question, dès que j'avais un doute, je savais qu'il m'appelait en visio et qu'en fait, il répondait à mes questions, il regardait mes cicatrices. Non, c'est bon, vous pouvez partir tranquille. Et des fois, je devais partir en week-end, mais j'avais une petite douleur. Et en fait, ça change tout sur l'accompagnement. Donc, alors ouais, ça a un coût. Là, c'est moi qui l'ai absorbé, mais je pense que psychologiquement, ça doit avoir un coût tellement important à la société de ne pas accompagner les hommes et les femmes, parce que c'est pas que les femmes pour Oui, le bien coup, sûr. Ouais. enfin, il y a vraiment un sujet, quoi. Bon. Oui, la seule chose, la seule particularité pour les femmes, c'est que quand ça touche à la césarienne, il y a le sujet de la maternité et qu'on ne peut pas gérer seul un bébé et une opération, parce que même si on a accouché, c'est aussi une opération, la césarienne, et on a besoin d'un vrai parcours de soins, et même tout ce qui touche à la gynécologie, parce qu'en fait, tu as toujours ce stress aussi de te dire, bah, si tu veux d'autres enfants, quel est l'impact? Et puis même, est-ce que à chaque fois que je vais avoir mes règles, est-ce que je vais avoir mal? Enfin, pardon les gars, on a quand même nos règles tous les mois, tu vois? Donc, c'est pas comme si c'est une douleur qui allait être anecdotique et rare. Et c'est aussi Question là-dessus, toute bah bête. Je me suis fait opérer, donc comme je vous disais, et on m'a enlevé une trompe du coup, puisqu'elle avait éclaté.
L'impact sur, la fécondité, je veux plus d'enfants, donc je m'en fiche, mais l'impact sur la fécondité, l'impact sur les rapports avec mon mari. Est-ce que je vais avoir mal? On m'a enlevé un truc à l'intérieur? Est-ce que ça a quand même un Bien sûr. en fait, toutes ces questions, personne m'a répondu. Enfin, j'ai pu les poser à personne en tout cas. Ouais, et c'est Donc c hyper important. Et tu sais que c'est pour ça qu'avec Wonder Woman, on travaille sur le parcours de soins avec les pros pour justement essayer de faire bouger les choses dans les process à l'hôpital. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels qui veulent changer les choses et qui veulent que justement les parcours soient bien plus structurés. On va y arriver. Et ça serait super que, au moins, peut-être pas nos filles qui sont jeunes, mais peut-être avant, les choses aient changé. En tout cas, merci beaucoup Lucile. Allez suivre le travail de Lucile aussi, sur la parentalité, bah, sur son Insta, sur ton site, j'imagine aussi. oui, N'hésitez pas à la contacter. Comme toujours, envoyez-lui du love parce que, bah, elle est quand même encore en convalescence. 3 semaines, c'est court et puis en plus, moi, j'ai l'impression que c'était hier, tu vois? C'est passé hyper vite. On te souhaite, bah, du coup, une belle suite de résilience et de travail sur l'abnégation et oui, l'ambivalence. Tu nous tiendras au courant oui. Merci et à Audrey. très vite et merci encore. Merci beaucoup. Merci Audrey. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci à Lucille pour sa générosité. Venez nous dire sur nos réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cet épisode. Envoyez du love à Lucille. Peut-être taguer des femmes qui ont besoin d'écouter cet épisode ou des soignants pour que tous ensemble on améliore nos prises en charge. Et puis si vous avez besoin de plus de conseils post-opératoires, si vous avez besoin d'une lingerie dédiée pour vous soulager, alors rendez-vous sur wandeedwoman.fr. Et alors, cerise sur le gâteau, un petit commentaire ou des étoiles sur nos podcasts, ça aidera beaucoup puisque c'est une activité totalement bénévole et donc votre aide serait hyper précieuse. On se dit à bientôt dans un nouvel épisode et à très vite sur nos réseaux sociaux.